Chaque fois que les prix augmentent, vous perdez un peu plus de votre liberté. Les courses, le loyer, l'essence, tout grimpe mois après mois. Et si vous avez l'impression que votre salaire ne va plus aussi loin qu'avant, vous ne vous trompez pas. Vous assistez au transfert de richesse le plus silencieux de l'histoire moderne. Un transfert qui se répète à chaque génération. Parce que l'inflation ne rend pas seulement les choses plus chères. Elle décide qui possédera l'avenir. Bienvenue sur la monnaie souveraine, où l'argent, le pouvoir et l'histoire se rencontrent, et où rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Pour la plupart des gens, l'inflation ressemble au chaos. Des prix hors de contrôle, une épargne qui fond, un système qui déraille. Mais, pour les puissants, l'inflation, c'est l'ordre. C'est ce qui maintient l'économie moderne en vie. C'est comme ça que les gouvernements financent des guerres sans augmenter les impôts. C'est comme ça que les entreprises effacent leurs dettes. Et c'est comme ça que les riches voient leurs actifs se multiplier pendant que tout le monde court après son souffle. Alors, la vraie question n'est pas pourquoi l'inflation arrive, mais plutôt pourquoi laisse-t-on l'inflation se répéter encore et encore. Pour comprendre, il faut remonter à une époque où l'inflation était traitée comme une urgence nationale, pas comme un objectif économique. Au début du XXe siècle, la plupart des grandes économies étaient adossées à l'or. Chaque billet de banque était garanti par du métal stocké dans un coffre-fort. Ça rendait la monnaie rare et stable. Ça signifiait aussi que les gouvernements ne pouvaient pas imprimer leur chemin hors des problèmes. Si vous aviez un déficit, vous augmentiez les impôts ou vous admettiez l'échec. L'inflation, quand elle se produisait, était le résultat d'une guerre ou d'un effondrement. Une perte de discipline. L'idée qu'un gouvernement puisse choisir l'inflation délibérément aurait été impensable. Puis, tout s'est effondré. La Grande Dépression des années 1930 a fracassé l'illusion de la retenue monétaire. Les prix ont chuté. Les salaires se sont effondrés. Les banques ont fait faillite. L'économie s'est figée. Pas à cause de l'inflation, mais de la déflation. Quand l'argent gagne de la valeur avec le temps, personne ne le dépense. Les dettes deviennent plus lourdes de jour en jour. C'était une spirale de mort économique. Et ça a tout changé dans la façon dont les décideurs pensaient l'argent. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'inflation était passée d'une peur à un outil. Les gouvernements sont sortis de la guerre enterrés sous des montagnes de dettes. Certains devaient plus de 200% de leur PIB. Ils ne pouvaient pas rembourser honnêtement. Alors ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé l'inflation faire le travail. Dans les années 1950 et 60, la dette mondiale a discrètement fondu. Pas parce que les nations sont devenues plus riches, mais parce que la valeur de leur dette s'est évaporée. $1 trillion d'obligations de guerre ne signifiait plus la même chose 10 ans plus tard. Le système a appris une leçon. Une inflation modérée pouvait résoudre des problèmes impossibles sans que personne ne s'en aperçoive. Si cette histoire vous captive, abonnez-vous à la monnaie souveraine. Chaque semaine, nous décryptons comment les crises monétaires du passé éclairent votre avenir financier. Puis est arrivé 1971. Le président Nixon a fermé la fenêtre de l'or, mettant fin à la convertibilité du dollar en or. C'était censé être temporaire. C'est devenu permanent. Et à ce moment-là, l'argent a cessé d'être une mesure de valeur pour devenir un instrument de politique. Pour la première fois dans l'histoire moderne, la monnaie dominante du monde n'était plus garantie par du métal, mais par la confiance. Vous ne pouviez plus l'échanger contre de l'or, seulement contre plus de dollars. L'inflation n'était plus un symptôme. C'était une caractéristique du système. À partir de ce point, les règles du jeu ont changé. L'argent pouvait être créé en quantité infinie tant que les gens continuaient d'y croire. Les gouvernements pouvaient emprunter sans limite. Les banques pouvaient étendre le crédit à l'infini. Et les investisseurs ont appris que tant que l'inflation restait maîtrisée, les vrais gagnants n'étaient pas les épargnants. C'étaient les emprunteurs. Parce que l'inflation inverse, silencieusement, la logique de l'argent. Si vous détenez du cash, l'inflation vous vole. Si vous détenez de la dette, elle vous récompense. Chaque année où les prix augmentent, la valeur réelle de ce que vous devez diminue. Un crédit immobilier d'1 million d'euros aujourd'hui peut sembler écrasant. Mais dans 20 ans, après une inflation constante, cette même dette semble plus légère. Pendant ce temps, vos actifs, votre maison, vos actions, vos terres, augmentent tous en valeur nominale. L'inflation ne fait pas que réduire la dette. Elle amplifie la richesse. C'est le paradoxe au cœur du système. La même force qui détruit les pauvres soutient les riches. Et ce n'est pas un complot, c'est de l'arithmétique. L'inflation est le mécanisme qui permet à une économie basée sur la dette de survivre. Sans elle, chaque euro emprunté devrait être remboursé en euros, qui conservent la même valeur qu'au moment de l'emprunt. Une tâche impossible quand le système lui-même repose sur l'expansion du crédit. Alors, les gouvernements, les banques centrales et les entreprises se sont discrètement mis d'accord. Mieux vaut laisser la monnaie perdre un peu de valeur chaque année que laisser le système s'effondrer entièrement. Mais que devient la personne ordinaire dans cet arrangement? La réponse est simple et dévastatrice. Les salaires suivent rarement. Les prix augmentent plus vite que les chèques de paye. L'épargne, autrefois pilier de la sécurité de la classe moyenne, devient une perte au ralenti.
Et les gens qui ne peuvent pas se permettre de posséder, qui vivent de revenus du travail plutôt que du capital, se retrouvent à courir sur un tapis roulant invisible qui ne s'arrête jamais. Parce que l'inflation récompense la propriété, pas le travail. Et elle punit la prudence. Elle transforme l'épargne autrefois une vertu, en handicap. Le système vous dit d'économiser, mais vous pénalise quand vous le faites. Quand votre banque vous offre 3% d'intérêt mais que l'inflation est à 6%, vous ne gagnez pas. Vous payez pour garder votre argent immobile. Pendant ce temps, les gens qui empruntent à 4% pour acheter de l'immobilier voient la valeur de leur actif grimper à 2 chiffres. Ce n'est pas de la chance du marché, c'est le design du système. L'inflation ne redistribue pas l'argent au hasard. Elle le redistribue vers le haut. Les gens les plus proches de la source de l'argent, banques, gouvernements, entreprises, l'obtiennent en premier, quand il a encore sa pleine valeur. Au moment où il vous atteint, il est déjà dilué. C'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon, du nom d'un économiste du XVIIIe siècle qui a remarqué ce schéma il y a 3 siècles. Quand de l'argent neuf entre dans le système, il bénéficie à celui qui le touche en premier, avant que les prix ne s'ajustent. À l'époque, c'étaient les rois et les marchands. Aujourd'hui, ce sont les fonds spéculatifs et les banques centrales. L'inflation ne change pas seulement les prix. Elle change qui peut vivre au-dessus d'eux. Après 1971, la logique de l'argent s'est inversée pour de bon. Ce qui punissait autrefois les dépenses excessives les récompensait maintenant. Ce qui disciplinait les gouvernements les a libérés. Et tandis que le crédit remplaçait l'épargne, l'inflation est devenue la colle silencieuse qui maintenait tout ensemble. Dans les années 1980 et 90, le système avait perfectionné son numéro d'équilibriste. Les banques centrales ont promis la stabilité des prix visant environ 2% d'inflation. Juste assez pour maintenir l'économie en expansion, sans que le public remarque l'impôt silencieux. 2% semble inoffensif, presque scientifique. Mais sur une génération, ça divise par 2 le pouvoir d'achat d'1 euro. La différence, c'est que pendant que les gens ordinaires voient leurs factures d'épicerie doubler, les riches voient leurs actifs doubler aussi. Et bien plus encore. Parce que quand l'inflation est stable, la dette est prévisible. Et les riches n'ont pas peur de l'inflation. Ils la possèdent. Ils possèdent les maisons qui prennent de la valeur, les entreprises qui augmentent leurs prix, les actions qui s'ajustent à la hausse. Ils possèdent la dette qui devient moins chère à rembourser chaque année. L'inflation est leur partenaire commercial, un complice silencieux qui amplifie chaque avantage. Les gouvernements l'adorent aussi. La dette publique devient plus petite, en termes réels plus l'inflation persiste. C'est pourquoi ils combattront la déflation avec tout ce qu'ils ont. La déflation expose la fragilité. Elle alourdit la dette, révèle les bulles, force les défauts de paiement. L'inflation fait le contraire. Elle cache les fissures, comble les trous et transfère discrètement la douleur vers le bas de la pyramide. Et les banquiers, ils adorent l'inflation par-dessus tout. Parce qu'elle garantit un monde qui ne peut pas arrêter d'emprunter. Si les prix augmentent toujours, épargner est irrationnel. Il faut investir. Il faut chasser le rendement. Et chaque cours signifie un autre prêt, un autre produit, un autre dérivé. Toute l'architecture de la finance moderne, des hypothèques aux obligations en passant par les rachats d'actions, repose sur l'hypothèse que l'argent de demain vaudra juste un peu moins que celui d'aujourd'hui. Le problème, c'est que plus vous êtes bas dans ce système, moins vous avez de contrôle sur lui. Quand vous vivez de salaire, vos revenus s'ajustent plus lentement que l'inflation. Quand vous vivez d'actifs, votre risque s'ajuste plus vite. Et quand vous vivez de dette, l'inflation soit vous écrase, soit vous enrichit, selon le type de dette que vous détenez. Un solde de carte de crédit est du poison. Un crédit immobilier à taux fixe est un levier. Les riches connaissent la différence. La plupart des gens ne la connaissent pas. C'est comme ça que l'inflation transforme le savoir lui-même en capital. Puis est arrivé 2008. La crise financière mondiale aurait dû être un reset. Un moment pour reconstruire quelque chose d'honnête. Au lieu de ça, c'est devenu une masterclass en inflation contrôlée. Les banques centrales ont créé des billions d'argent neuf pour sauver le système. Pas en le donnant aux citoyens, mais en le pompant dans les banques et les marchés financiers. Les prix des actifs se sont rétablis du jour au lendemain. Les actions et l'immobilier ont explosé. Les salaires, eux, n'ont pas bougé. L'assouplissement quantitatif, le terme technique pour imprimer de l'argent via l'achat d'obligations, faisait que ça sonnait comme une solution technique. Ça ne l'était pas. C'était une redistribution historique de richesses via l'inflation des actifs. Ceux qui possédaient ont prospéré. Ceux qui louaient ont attendu. Ce n'était pas de la corruption. C'était de la politique. Puis en 2020, le cycle s'est répété. Cette fois sous une pandémie mondiale. Les gouvernements ont injecté de l'argent directement dans les foyers pour éviter l'effondrement. La demande a explosé pendant que les chaînes d'approvisionnement se brisaient. L'inflation a grimpé plus haut qu'elle ne l'avait été en 40 ans.
Et encore une fois, l'histoire a rimé. Le marché boursier a atteint des records. L'immobilier est devenu inabordable. Et les mêmes personnes qui ont bénéficié des taux bas ont maintenant profité de la rareté elle-même. Cette mécanique vous choque. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui devrait comprendre comment fonctionne vraiment l'argent. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous voyez l'inflation différemment maintenant? Regardez n'importe quelle grande période inflationniste de l'histoire. Le schéma se répète. Dans l'Allemagne de Weimar, la classe moyenne a tout perdu pendant que les industriels qui détenaient des actifs réels sont ressortis plus riches que jamais. Dans la Grande-Bretagne d'après-guerre, l'inflation a discrètement effacé la dette nationale pendant que les épargnants voyaient leurs pensions s'éroder. Dans l'Amérique des années 1970, les actions stagnaient, mais l'immobilier et les matières premières ont fait des fortunes pour ceux qui pouvaient se les permettre. Et dans les années 2020, les 1% les plus riches ont gagné des billions, pendant que le ménage médian prenait du retard. Époque différente, même formule. L'inflation est le plus vieux transfert de richesse sur Terre, et le plus respectable. Le public accuse la cupidité, la politique, les chaînes d'approvisionnement, mais ce sont des symptômes. La cause profonde est structurelle. Nous avons construit une économie qui dépend de l'expansion du crédit. Et l'expansion du crédit nécessite de l'inflation pour survivre. L'alternative n'est pas la stabilité, c'est l'effondrement. C'est pourquoi même quand les banques centrales parlent fort de combattre l'inflation, leur vraie mission n'est jamais de l'éliminer, seulement de la contrôler. De la faire ressembler à de la stabilité pendant que la monnaie s'érode discrètement sous vos pieds. Parce que si l'inflation tombait vraiment à zéro, la croissance s'arrêterait. La machine se gripperait. Et donc, la guerre contre l'inflation devient une performance. Une danse délicate entre crédibilité et nécessité. La Fed augmente les taux, les marchés paniquent, puis juste avant que quelque chose ne se brise, la marée tourne. Parce qu'au fond, tout le monde au sommet sait qu'un peu d'inflation est un petit prix à payer pour maintenir l'illusion en vie. Mais il y a quelque chose de plus profond que la politique ici. Quelque chose de psychologique. L'inflation ne change pas seulement les chiffres. Elle change les comportements. Elle enseigne aux gens à consommer maintenant plutôt que planifier plus tard. Elle punit la patience. Elle récompense le risque. Elle transforme l'épargne en peur et la spéculation en espoir. Ce faisant, elle crée le citoyen parfait pour un système basé sur la dette. Toujours en train de dépenser, jamais satisfait et perpétuellement en quête d'une sécurité qui ne peut jamais être tout à fait atteinte. C'est comme ça que l'inflation devient une culture. On l'appelle croissance. On l'appelle prospérité. Mais en dessous, c'est le même mécanisme qui tourne depuis des siècles. Un cycle silencieux de dévaluation, réinflation et redécouverte. Ça maintient les empires solvables, les banques liquides et le public docile. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus le dévoir. Parce que l'inflation n'est pas aléatoire. C'est comme ça que le pouvoir mesure le temps. Elle récompense ceux qui vivent dans le futur, ceux qui empruntent, investissent et manipulent le flux du crédit. Elle punit ceux qui vivent dans le présent, ceux qui gagnent, épargnent et dépensent ce qu'ils ont. Et elle oublie ceux qui vivent dans le passé, ceux qui croient encore que l'argent conserve sa valeur. C'est pourquoi les riches aiment l'inflation. Et vous, non. Parce que pour eux, ce n'est pas du vol, c'est de la stratégie. Chaque génération apprend la même vérité douloureuse. La valeur de l'argent n'est jamais fixe. La seule question est, êtes-vous celui qui la perd, ou celui qui décide ce qu'elle vaut? L'inflation n'est pas apparue de nulle part. C'est la conséquence naturelle d'un monde qui veut tout maintenant et paye plus tard. C'est le moteur silencieux de la dette, le carburant des empires, la sève vitale d'un système qui doit toujours se développer, même au prix des gens à l'intérieur. Et pourtant, voici le paradoxe, sans elle, tout s'effondre. La déflation détruit les emprunteurs, fait cracher les banques et gèle le commerce. L'inflation maintient les rouages en mouvement, peu importe qui se fait écraser entre les deux. C'est l'équation morale de l'économie moderne, la croissance à n'importe quel prix. Alors, la prochaine fois que vous entendez qu'un peu d'inflation est bon pour l'économie, rappelez-vous, bon pour qui? Pas pour le travailleur qui épargne pour une maison. Pas pour le retraité qui vit avec un revenu fixe. Mais pour ceux qui possèdent déjà la maison. Ceux qui ont construit le système pour s'assurer qu'il ne cesse jamais de monter. L'inflation n'est pas un bug du capitalisme. C'est le capitalisme qui tourne à pleine vitesse sans monter avec votre portefeuille dans sa poche. Parce qu'au final, l'inflation n'est pas le feu, c'est l'oxygène. Et le monde que nous avons construit ne peut pas respirer sans lui.